Israël. Lorsqu'on mentionne Israël, c'est généralement pour parler du conflit du Proche-Orient, comme un arbre qui cache la forêt. Mais de qui et de quoi est composée cette forêt dans ses dimensions économiques, sociales, culturelles, artistiques, scientifiques? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui au travers d'un court et lumineux ouvrage, Comprendre Israël, aux éditions Ulysse, écrit par Elias Lévy. Elias Lévy, bonjour. Bonjour. Elias, vous êtes originaire du Maroc, de cette partie du Maroc où l'on parlait l'espagnol, de Tanger. Vous avez grandi au Canada, au Québec, et vous êtes journaliste au CJN, le Canadian Jewish News, l'hebdomadaire dans lequel vous incarnez la plume francophone, mais vous contribuez aussi à d'autres médias, ici au Québec, comme La Presse, Voir, Châtelaine ou L'Actualité. Fort de cette expérience très diversifiée, puisque vous suivez aussi l'actualité israélienne sous toutes ses facettes, vous nous proposez aujourd'hui un guide pour comprendre Israël aux éditions Ulysse, édition qui porte précisément comme sous-titre « Le plaisir de mieux voyager ». Mais est-ce qu'il s'agit d'un guide touristique? Non, c'est plus qu'un guide touristique, c'est une collection. Ce livre fait partie d'une collection qu'Ulysse a lancée il y a environ une dizaine d'années et qui compte aujourd'hui 11 ou 12 titres. C'est un ouvrage pour donner des clés, pour comprendre des sociétés riches, diversifiées, complexes. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est Comprendre. Ça, c'est la thématique, le thème central. Il y a eu des livres qui ont été consacrés, Comprendre la Chine, Comprendre l'Inde, Comprendre l'Espagne, qui vient d'être publié il y a quelques semaines, un très beau livre que j'ai lu avec engouement. Il y a aussi la Thaïlande, il y a aussi un Comprendre le Québec. Donc finalement, c'est donner, si vous voulez, le goût aux futurs voyageurs, à des gens qui veulent avoir des informations factuelles, clés en main, donner le goût d'aller peut-être élargir leurs connaissances et leur donner quelques repères, quelques balises. C'est ce que fait ce livre. Alors, vous donnez quelques données démographiques de la population, à peu près 7 695 000. Vous dites que, et c'est exact, qu'Israël est composé d'une population principalement urbaine, à peu près 80% de juifs, mais aussi des Arabes chrétiens ou musulmans. Enfin, Israël, c'est une population extrêmement diversifiée, des gens qui viennent de plus de 150 communautés du monde entier, une population multiculturelle. Est-ce que toutes ces minorités ont pleinement leurs droits en Israël? Absolument. Israël est une démocratie. Je l'explique largement et longuement dans le livre. C'est aussi un grand melting pot où tout simplement des communautés juives et non juives, originaires de divers pays, se sont intégrées, se sont rencontrées tout simplement en Israël et ont fondé ce qu'a été l'État d'Israël moderne d'aujourd'hui. Donc c'est un grand laboratoire humain. Et d'ailleurs, le modèle d'intégration israélien suscite beaucoup d'intérêt, surtout en Occident, par les temps qui courent. Et vous avez régulièrement des spécialistes des questions d'intégration interculturelle qui visitent la société israélienne pour essayer de comprendre comment Israël a pu intégrer en si peu de temps, parce que 66 ans, c'est l'âge qu'a l'État d'Israël, c'est un laps de temps très court si l'on prend l'échelle de l'histoire, a pu intégrer autant de communautés qui ont des bagages culturels, qui avaient des spécificités linguistiques tellement différentes. Il y a deux creusets intégrateurs dans la société israélienne qui sont l'armée et la langue, le système d'éducation que j'explique, je donne beaucoup de détails là-dessus. Vous parlez aussi d'universités prestigieuses, mais je voudrais aborder l'aspect économique. Vous écrivez qu'Israël a bâti un modèle économique performant et moderne qui favorise les partenariats d'affaires dans les secteurs porteurs d'avenir, la haute technologie, l'industrie médicale, l'informatique, les énergies renouvelables, la biotechnologie. Est-ce qu'on peut parler d'un miracle économique? Absolument. Miracle, métamorphose profonde de l'économie israélienne qui, jusqu'à la fin des années 70, était une économie à base socialiste. Là, ça aussi, je reviens au premier chapitre de ce petit livre, qui est la partie historique. Israël, la majorité des pères fondateurs sont des gens qui sont venus des pays d'Europe de l'Est. Ils ont importé avec eux le modèle communiste, mais à la différence du modèle communiste qui avait été mis en place, un modèle communiste sans terreur. D'où la fondation des kibbutz. On a implanté, la base du système était une base d'une économie rurale. Mais ça bascule dans les années 80. Dans les années 80, le pays était quasiment en faillite. Il y avait un taux d'inflation qui frôlait les 400%, une dévaluation quotidienne de la monnaie israélienne.
Et à ce moment-là, on a imposé un plan drastique sur le plan économique. C'était Shimon Peres, le président sortant de l'État d'Israël, qui assumait alors le poste de ministre des Finances. Il a été visionnaire et finalement, les Israéliens ont décidé de tabler sur ce qu'on appelle la haute technologie et qui est le principal moteur aujourd'hui de l'économie israélienne. Vous le mentionnez, vous le définissez depuis 1990, où on parle de Silicon Wadi, le pendant israélien de la célèbre Silicon Valley. Vous décrivez ce pays dans ce domaine comme une pépinière d'inventions technologiques et scientifiques révolutionnaires, un leader dans le domaine de la high-tech. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Écoutez, c'est très simple. Israël est le seul pays où vous avez des grandes multinationales œuvrant dans le domaine du high-tech, telles que Motorola, telles que Microsoft, telles qu'Apple, qui ont, c'est, je dis bien, le seul pays occidental, et même on ne retrouve pas un phénomène analogue, même dans les pays asiatiques, ont ouvert sur place des laboratoires de recherche parce qu'ils ont été tout simplement très très attirés par le système qu'a mis en place Israël dans le domaine du high-tech. C'est un système particulier qui est basé sur une coopération très étroite entre les instituts de recherche, les universités, l'entreprise privée et des laboratoires d'entreprises multinationales qui font de la recherche de pointe dans des domaines très précis comme celui de l'aéronautique spatiale, comme celui des biotechnologies, comme celui des nanotechnologies. Et Israël est leader dans ces domaines-là. En fait, ça serait compliqué, mais on ne va pas les plaindre pour les gens qui voudraient boicoter Israël de se passer de toutes ces inventions. C'est ça. De la clé USB peut-être. Exactement, parce que c'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle toutes ces campagnes de boycottage qui sont menées contre Israël par les détracteurs de ce pays depuis plusieurs années se sont avérées jusqu'ici de cuisants échecs, pour la simple raison que aujourd'hui Israël est devenu un pôle du high-tech incontournable. Donc c'est très difficile de convaincre une entreprise de ne pas faire des affaires en Israël. Ou même un particulier, de ne pas user de toutes ces inventions. Absolument. J'ai beaucoup appris de choses en lisant ce livre, notamment qu'en ce qui a trait au nombre de brevets en 2010, Israël était le leader mondial dans le domaine de la technologie des instruments médicaux. Il occupait la deuxième place dans le créneau de la robotique. À quoi sont dues, selon vous, ces performances? Au fait d'avoir privilégié l'étude, au système d'éducation? Il y a le système d'éducation, mais surtout le système d'études supérieures. Un système d'éducation qui, au niveau universitaire, a su bâtir des ramifications et des liens très importants, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et malheureusement, je cite aussi, ce n'est pas le cas au Québec, où il y a toujours une sorte de réticence à établir des partenariats avec l'entreprise privée. Parce qu'on pense toujours que l'entreprise privée n'a qu'un seul intérêt, c'est le gain du capital. Mais Israël a tablé là-dessus, sur ce modèle, qui a donné des résultats très probants. Donc cette espèce de partenariat qui est très étroit entre les instituts de recherche, les chercheurs, les entreprises privées, qui, elles, financent de nombreuses recherches qui sont faites dans les laboratoires israéliens dans de nombreux domaines. Dans votre livre, vous mettez en exergue les relations Israël-Québec. Vous citez par exemple une interview de Philippe Couillard, l'actuel Premier ministre du Québec, qui était alors ministre de la Santé, parce que lors d'une visite, il a beaucoup apprécié ce qu'il a vu. Vous citez également Raymond Bachand, qui était ministre du Développement, et qui lui aussi a tiré des enseignements de ses visites au Québec. Quels étaient les points communs? Parce que quand même, il y a des similarités entre les sociétés québécoises et israéliennes, ne serait-ce qu'en termes de nombre d'habitants, en termes de développement économique. Le Québec est aussi une société, une province au Canada qui mise beaucoup sur le développement du high-tech. Et ils ont été très très intéressés, et même Philippe Couillard nous le raconte dans cette entrevue, il avait été même fasciné par le degré du haut niveau d'informatisation qu'il a vu dans le système de santé israélien. Alors ce miracle économique a un coût au niveau social. Vous citez aussi les chiffres, l'aggravation de la pauvreté. 25% des Israéliens sont quand même pauvres, par rapport au seuil de pauvreté, je ne sais pas, vous pouvez peut-être le préciser. Ça, c'est l'un des grands drames, et les Israéliens vous le diront, c'est l'un des aspects noirs de ce boom économique que connaît Israël depuis le début des années 90. C'est un appauvrissement de sa classe moyenne et de certaines couches de la population qui se sont de plus en plus paupérisées et quelque part pénalisées sur le plan économique. C'est-à-dire
ce high-tech a produit des inégalités sociales assez importantes. Alors Israël se distingue aussi sur la scène internationale de plus en plus au niveau de sa création artistique, télévisuelle. On peut voir en ce moment, cet automne 2014, l'adaptation d'une série télévisée, d'un feuilleton télévisé israélien, c'est En thérapie avec François Papineau dans le rôle titre, mais il y a aussi Hatoufim, Homeland. Et il y a le cinéma israélien qui a fait une prodigieuse percée sur la scène internationale, aux Oscars, au César, au Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez citer certains cinéastes israéliens? Oui, il y a d'excellents cinéastes israéliens. Je veux dire, il y a des gens qui font un travail remarquable. On peut penser à Joseph Sédar, on peut penser à Shlomit El-Kabas, qui non seulement est actrice, mais est aussi réalisatrice. Il y a, si vous voulez, une nouvelle génération de jeunes cinéastes israéliens qui ont conquis le cœur des amateurs de cinéma à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. D'où c'est un cinéma qui est beaucoup moins local, qui aborde des thèmes qui sont beaucoup plus universels, d'où c'est qui explique le succès qu'il connaît aujourd'hui. Alors Israël, vous le décrivez comme une démocratie en guerre, où il y a quand même plusieurs tensions, pas seulement avec les Palestiniens, mais aussi dans la société israélienne même. Quels sont les défis auxquels, et ça sera ma dernière question, Elias Lévy, auxquels est confrontée la société israélienne d'aujourd'hui, de 2014? Le grand défi, c'est la paix, auquel le peuple d'Israël aspire ardemment depuis qu'il a été fondé, depuis plusieurs décennies, plus de 6 décennies. On l'a vu encore ces dernières semaines, il y a eu une guerre très dévastatrice qui a opposé Israël aux milices terroristes du Hamas, des milices qui n'arrêtaient pas d'envoyer des roquettes jour et nuit sur les villes mitoyennes, les villes frontalières israéliennes, du sud d'Israël, et non seulement du sud. Cette fois-ci, ils ont même atteint les grandes villes d'Israël. Donc finalement, le grand défi, c'est tout simplement la paix, et c'est aussi de pouvoir continuer à vivre quotidiennement assailli par d'aussi grandes menaces existentielles. Alors une paix à l'extérieur, une paix à l'intérieur. En tout cas, votre livre Comprendre Israël donne des clés fondamentales et permet de se préparer si on veut visiter ce pays ou si on veut même le comprendre de loin, comprendre toute sa complexité. Merci Elias. Merci.